Bien, nous avons donc été au niveau le plus haut de la nation, où on essaie de définir les macro-politiques du système. Et bien sûr, ce que vient de dire Arnold me rappelle beaucoup, et Eric qui connaît bien le NIH, André aussi, rappelle beaucoup l'alliance qu'il y a eu en 1945 entre le président Roosevelt et un scientifique du MIT, Vannevar Bush. Et c'est comme ça que toute la structure institutionnelle de la recherche aux États-Unis s'était établie. Vraiment sur des principes pas très différents, en fait, de cette idée de séparation des pouvoirs et cette idée de ne pas être jugé parti, mais surtout d'encourager la fluidité, la mobilité des idées, la mobilité des hommes, la mobilité, en fait, des institutions autour, justement, d'axes stratégiques définis à un État au niveau national, le rôle qui revient à l'INSERM. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais introduire André Sirota, le directeur général de l'INSERM, qui va nous parler d'innovation et l'évolution du système français. Bien, merci. Donc, après ces deux premiers exposés, je vais essayer de vous montrer comment toutes ces réformes qui sont en cours sont mises en œuvre dans le domaine de l'innovation biomédicale. Alors, des rapports sur les changements qui sont nécessaires, que ce soit au point de vue scientifique ou au point de vue organisationnel, on en a eu beaucoup. Et il est clair aujourd'hui qu'on est au cœur de changements majeurs, et notamment au niveau de l'industrie, et qui doivent se refléter dans nos domaines. Alors, évidemment, on a vu l'émergence d'agents infectieux nouveaux, les gens veulent vivre en bon état, le plus longtemps possible, et quand ils sont malades, avec des maladies chroniques, qu'on puisse les prendre en charge le mieux possible. Et donc ceci entraîne des changements de paradigme pour les industriels, de façon à être capable de prendre en charge l'individu, le malade lui-même, c'est ce qu'on appelle cette médecine personnalisée. Et puis d'un autre côté, l'économie de la connaissance, l'innovation dont on parle, bien, elle dépasse évidemment le cadre d'un organisme, d'un laboratoire, d'un organisme, d'un pays. On est en relation, compétition avec le reste du monde. Et je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais la complexité, non pas de la biologie, mais des sciences de la vie, puisque aujourd'hui, on parlera de sciences de la vie, c'est-à-dire de biologie, de chimie, de physique, de mathématiques, d'informatique. C'est ça, les sciences de la vie aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut qu'on résolve. Eh bien, toute cette complexité fait que le lieu de la découverte, il est clairement maintenant placé au niveau de la recherche académique, et alors qu'il était massivement, et pour certains industriels, totalement au niveau de l'industriel lui-même, et notamment dans le cas du médicament. Donc, la recherche académique a un rôle encore plus considérable que celle qu'elle pouvait avoir. Alors, pour en arriver à la recherche, à l'innovation dans le domaine en France, et je vais parler évidemment de la valorisation, puisque, comme on l'a dit, l'innovation, elle ne se décrète pas, mais par contre, ce qui peut le faire, c'est mettre en œuvre correctement les résultats de la recherche. Alors, il y a eu de grandes étapes en France, en 82, en 84, en 99, qui était la loi sur la recherche et l'innovation, qui était un peu l'équivalent du Bayes-Dole Act aux États-Unis, avec 20 ans de retard, mais ça a eu le mérite de faire un changement massif, la loi de programme sur la recherche, et puis ce qui nous intéresse, c'est accélération du changement avec, comme l'a dit Arnold, la loi, la LRU, la loi sur l'autonomie des universités, et puis, comme tout ceci n'a pas de sens si ça ne s'accompagne pas de financement,
les investissements d'avenir, le grand emprunt, dont les résultats sortent de semaine en semaine. Alors, je vais essayer de vous brosser cette évolution en commençant par l'organisme, l'INSERM, et puis on va voir comment on a pu réunir l'ensemble des organismes pour la recherche biomédicale, et puis comment on l'élargit aux universités, et de façon à avoir une simplification du dispositif d'innovation en France. Alors, je reviens à l'origine, c'est-à-dire à l'INSERM. Bon, c'est l'équivalent d'un MRC au Royaume-Uni. Il y a, vous voyez son budget, il y a à peu près 15 000 personnes qui travaillent dans nos laboratoires, ce qui veut dire qu'il y en a la moitié qui sont des universitaires. Et puis la deuxième particularité, et c'est ce qui a conditionné toute la réflexion qu'on a eue avec Arnold, c'est que l'INSERM, il n'y a pas de laboratoire propre, il n'y a pas de campus, on est par définition dans les universités et dans les hôpitaux. Donc je ne vois pas comment l'INSERM en soi peut avoir une stratégie déconnectée de la politique de site, c'est-à-dire de l'existence des laboratoires qui par définition sont à l'université. En soi, ce n'est pas une situation différente de ce qui se passe à Hopkins ou à Stanford, puisque les laboratoires de recherche sont à l'université, sauf que nos laboratoires avaient tendance à être indépendants, autonomes, et finalement à ne méconnaître ou à pas vouloir connaître l'existence d'une université dans laquelle ils étaient. Alors, si on en revient donc à cette question de la valorisation, l'INSERM, qui a été donc fondée après la guerre, a une particularité, c'est que c'est l'acteur le seul qui couvre tous les domaines, depuis la recherche fondamentale jusqu'au malade, puisqu'on a parlé tout à l'heure du malade, et à l'INSERM, il y a un groupe de réflexion avec les associations de malades qui recouvre 400 associations de malades en France. Donc, depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'aux malades. Et puis, pour assurer ce transfert, il y a eu une chose qui, je crois, est importante, qui nous est enviée par de nombreux pays. La Chine veut le copier, l'Inde, le Mexique, par exemple. C'est les centres d'investigation clinique. Donc, on est là au cœur de la recherche translationnelle. Et là aussi, c'était l'intérêt de l'INSERM, on est dans les hôpitaux, et ces centres d'investigation clinique, c'est à la fois des hospitaliers et des chercheurs qui travaillent sur la valorisation de systèmes médicaux. Alors, vous voyez que ces ces centres d'investigation clinique, la particularité, c'est qu'il y en a dans toute la France, qu'il y en a aussi d'ailleurs, comme vous le voyez, aux Antilles ou à La Réunion, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique. Quand il y a eu la grippe H1N1, c'était l'hiver à La Réunion, et tout ce qu'on a mis en place, c'était grâce au centre d'investigation clinique qui était à ce moment-là, pendant la période de grippe dans La Réunion. Et il y en a qui s'occupent de biotechnologie, il y en a qui sont généralistes, il y en a qui s'occupent d'épidémiologie, et d'autres qui s'occupent de systèmes médicaux. Alors, ce système-là, qui je crois est très à même de faire l'interface entre l'industrie et la recherche la plus fondamentale, a été élargi au niveau européen, ce qui s'appelle ECRIN, European Clinical Research Infrastructures Network, et il se trouve que c'est l'INSERM qui pilote ce réseau européen de recherche clinique. Deuxième chose également, que l'on essaye de mettre en place pour favoriser la valorisation, c'est les réseaux de biobanques. Vous savez que des biobanques, il y en a au moins 64 recensées en France, il y en a des centaines en Europe, et vous savez que pour faire passer un échantillon de Grande-Bretagne en France, c'est impossible, alors que de France en Espagne, l'inverse l'est. Donc on essaye d'avoir une réflexion au niveau européen sur ces réseaux, et c'est ce qui s'appelle le BBMRI, sur les biobanks, toujours les Research Infrastructures. Bien, donc, vous voyez qu'à partir de l'INSERM, eh bien,
on va essayer de diffuser. Alors diffuser comment? D'abord en se passant dans le domaine de l'open innovation, et pour cela, on a développé une filiale indépendante de l'INSERM qui s'appelle INSERM Transfer pour favoriser ce transfert de technologie. Donc je ne vais pas aller dans le détail, mais on a là le prototype, et il se trouve que, évidemment, chaque organisme a son organisme de valorisation. Et que jusqu'à présent, évidemment, ces organismes de valorisation n'avaient pas tendance, c'est un euphémisme, à travailler ensemble. Avec la difficulté, évidemment, pour l'industriel qui veut travailler, par exemple, avec un laboratoire de l'INSERM, bien c'est que on lui dit c'est formidable, on va faire un contrat, mais on a dit attention, il y a aussi des chercheurs du CNRS, donc il faut signer avec le CNRS, et puis bien entendu il y a l'hôpital, donc la signature de l'hôpital est importante, il peut y avoir aussi l'Institut Pasteur, souvent 2 universités, et le résultat c'était qu'au bout d'un an, l'industriel avait tendance à partir au Royaume-Uni, mais aussi en Hongrie, à Singapour. Donc, la deuxième chose que l'on a donc essayé de faire, c'est le constat en France que la preuve de concept est sous-financée. On a donc, à notre échelon d'INSERM Transfer, on a essayé donc de financer, comme vous le voyez sur cette diapositive, des programmes innovants avec un petit fonds pour permettre la maturation de ces projets, et vous en voyez ici les résultats. Et puis également, l'autre constat qui a été fait en France, le nombre de rapports n'a pas manqué, on peut en mettre des mètres de haut, c'est que les fonds d'amorçage, là aussi, manquent, et donc INSERM Transfer, avec sa filiale INSERM Transfer Initiative, est en train de lever un fonds d'amorçage de 35 à 50 millions d'euros qui est en cours de financement. Il y a déjà 40 millions qui sont obtenus, avec les partenaires industriels qui représentent le tiers des fonds. Alors, comme je l'ai dit, je vais quitter maintenant le niveau de l'INSERM, puisqu'il n'y a pas que l'INSERM, le CNRS a aussi une structure, l'INRA, INRA Transfer, INRIA Transfer, CEA Valorisation, etc. Et chacun s'occupe aussi des sciences de la vie. L'INRIA, qui s'occupe d'informatique, investit 20% de son budget dans les sciences de la vie et de la santé. Et puis en plus, depuis 4 ans, on a vu des entités locales, soit au niveau d'une grande ville, c'est le cas par exemple à Paris, à Lyon, à Toulouse, mais c'est aussi le cas au niveau régional. Il y a des instances de valorisation qui se sont mises en place en Bretagne, Aquitaine, Alsace, etc. Donc vous voyez, un système qui avait le mérite d'exister, de se développer, avec des beaux résultats, mais totalement non coordonné, évidemment avec des compétitions et des différences au niveau des différentes structures, qui fait que pour le chercheur qui a envie de valoriser, c'est évidemment une chose qui lui apparaît éminemment compliquée. D'autant plus que ce souci de valorisation n'était pas forcément bien pris en charge par les structures d'évaluation individuelle des chercheurs que font chaque organisme. Alors, qu'est-ce qu'on a appris depuis les quelques dizaines d'années? L'économie de la connaissance et l'innovation, Arnold a bien insisté sur le fait que si la France ne développe pas l'innovation, il est clair qu'elle est perdue. On est quand même un petit pays face à des grands pays en plein développement, donc on n'a pas de ressources naturelles, notre seule ressource, c'est l'économie de la connaissance et donc l'innovation. D'où le souci qui anime le gouvernement, le président, depuis 2007. Deuxièmement, qu'on n'est pas tout seul au monde, qu'en dehors de l'Europe, eh bien, la Chine, l'Inde, etc., et les États-Unis l'ont bien compris, ne nous attendent pas. Troisième fait, je l'ai dit, c'est l'implication forte du secteur académique.
en condition évidemment qu'ils soient coordonnés et puissent agir ensemble. Troisième chose, c'est que nos partenaires industriels regardent avec intérêt la France, mais pas plus que le reste du monde, et donc qu'il faut leur montrer qu'on soit aussi bon, voire meilleur que le reste du monde. Et puis, comme on l'a dit, il y a des conséquences, hein, on l'a vu avec les OGM, on le voit avec le nucléaire, on va le revoir avec la biologie synthétique. Il y a des aspects éthiques, sociétaux, d'acceptation, etc. Donc on ne peut plus jouer individuel, hein, dans chacun de ces domaines, même si on se restreint à la recherche biomédicale. Et donc, le secteur académique est le secteur clé, d'où le rôle, l'importance des recherches qui ont été mises en place. D'autre part, le système de la valorisation est complexe, hein, et donc il faut qu'on ait de vrais professionnels qui s'attaquent à ces problèmes face aux avocats, face aux grandes compagnies, qu'on s'intéresse aussi aux petites et moyennes entreprises qui ont du mal à toutes seules pouvoir se développer, et donc passer d'une culture de la recherche vers un paradigme de recherche et d'innovation. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'on ait en place des organisations de transfert de technologie qui soient aussi performantes que celles qu'on connaît tous, qu'on peut voir à San Diego, à Boston ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore appris depuis, toujours dans notre domaine des sciences de la vie et de la santé, mais ça s'applique aussi à d'autres domaines, que il faut le groupement en clusters est considéré, hein, par l'ensemble des experts comme étant plus efficace que les gens qui travaillent de façon isolée. Et la question, hein, des échanges permanents entre formation, recherche et industrie est au cœur de l'innovation. Donc, le fait de faire des groupements, des clusters, des pôles de compétitivité est certainement quelque chose d'important. Et donc, la France a fait pareil que d'ailleurs d'autres, hein, que les SPAC comme Barcelone ou Munich ou d'autres en Europe. Donc, on a un certain nombre, mais comme l'a dit Arnold à l'instant, parti sur notre élan, hein, on en voulait 10, on en est arrivé à 67. Bon, c'est certainement trop, il y en a certains qui vont mourir de leur mort naturelle, comme pour beaucoup d'autres choses, hein, l'apoptose fera bien, hein, je pense. Et donc on est impliqué dans un certain nombre de ces pôles de compétitivité, qui là encore est une chose qui se développe par ailleurs. Alors, l'idée qui était très simple, hein, c'est de se dire, eh bien, essayons de travailler ensemble sans faire une structure supplémentaire. Et donc, on a proposé, hein, que l'on fasse cette alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, qui regroupe 9 membres, hein, vous voyez, l'INSERM, le CNRS, le CEA, c'est-à-dire le Commissariat à l'énergie atomique, l'Institut de recherche sur le développement pour les pays du Sud, l'INRA, la recherche agronomique, l'Institut Pasteur, l'INRIA pour l'informatique, et ce qui était évidemment très important, les universités, représentées par la conférence des présidents d'université, et tout aussi important, c'est d'ailleurs le plus difficile à obtenir, les hôpitaux représentés par la conférence des directeurs généraux des CHU. Donc, cette alliance qu'on a créée officiellement en 2009, mais qui fonctionnait déjà avant, je vais vous donner un exemple, hein, parce que j'ai vécu plusieurs crises, hein, il y a eu celle des prions, mais prenons la plus récente, celle de la chikungunya. Vous savez, ce virus, hein, qui était arrivé notamment à La Réunion, hein, et qui a eu des conséquences évidemment considérables, parce que c'est une maladie très douloureuse, qui atteignait une grande partie de la population, et donc le politique, évidemment, instantanément dit le Premier ministre, enfin le Président, le Premier ministre, appelle le ministère de la Recherche, qu'est-ce qui est fait comme recherche dans ce domaine? Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque, 1996? Eh bien, le ministre de la Recherche a réuni tous les directeurs généraux d'organismes, d'agences sanitaires,
qu'il faut bien le dire, on était plus de 30 autour de la table, qui découvraient la chikungunya. On n'avait pas une grande idée de ce que c'était. On avait chacun une petite note, et évidemment, aucune coordination. L'un étudiait le moustique, l'autre l'eau que boit le moustique, c'est un autre organisme. L'INSERM faisait des prélèvements, Pasteur pouvait faire le séquençage, le CEA, tel j'étais à l'époque, en disant qu'on pouvait faire des tests diagnostiques. Enfin, il n'y avait aucune coordination, et la réunion s'est terminée dans la furie du ministre, en disant on va nommer un monsieur chikungunya pour mettre de la coordination là-dedans. Et donc, voilà le genre de choses qui est totalement inacceptable, et évidemment, il pouvait aussi y avoir, je rappelle que pour les prions, il y a eu de la valorisation, et la France a récupéré une somme énorme grâce à la valorisation de quelque chose qui est survenu dans un état de crise. Donc, ce qu'on nous fait, c'est simplement, je ne vais pas insister, cette alliance, elle regroupe donc tous les organismes, toutes les thématiques, depuis la génétique jusqu'aux technologies de santé. Il n'y a rien d'original là-dedans. Les NIH, il y a 27 instituts, on en a fait 10, on est petit. Mais encore une fois, ce n'est pas une structure, c'est simplement chaque fois 15 experts dans chacun des domaines qui travaillent, et ces experts venant des universités, des hôpitaux, de tous les organismes. Bien. Alors, à l'intérieur de cette alliance, et je dois dire que cette alliance sur les sciences de la vie et de la santé, immédiatement, avant même, peut-être Arnold s'en souvient, j'avais dit qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième alliance dans le domaine de l'énergie, puisque j'étais encore au CEA, et que, pour les mêmes raisons, ce n'était pas logique qu'il y ait plusieurs organismes avec des conséquences financières encore plus grandes qui développent chacun une filière du nucléaire. C'était tout à fait inimaginable, sans concertation. Donc, à l'intérieur de cette alliance, encore une fois totalement informelle, on a proposé deux choses. D'une part, ce qu'on appelle le COPIO pour incuber des projets ambitieux et développer la preuve de concept dans des projets qui sont technologiques multidisciplinaires. Et par ailleurs, Covalliance, dont je vais vous dire un mot. Donc vous voyez qu'on passe maintenant de l'INSERM à l'ensemble des structures françaises. Alors, le COPIO, ce petit groupe à l'intérieur d'Avisan, eh bien, il y a des représentants du CNRS, de l'INSERM, vous voyez, de l'Institut Télécom, de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, mais aussi de l'industrie, comme par exemple Sanofi Aventis, de l'université, qui est représentée par Pierre et Marie Curie. Et donc, c'est un ensemble de chercheurs et de représentants des organismes de transfert. Et l'idée, c'est de développer des projets qui ne se seraient jamais faits dans un seul organisme. Par exemple, ce projet de système implantable pour la délivrance de drogues dans la surdité et les acouphènes. Vous voyez, j'ai mis la liste simplement pour vous montrer qu'il y a l'INSERM, il y a les hôpitaux, il y a le CEA, le CEA Leti, le microélectronique, il y a évidemment le CNRS, et qui travaillent ensemble sur un dispositif. Un deuxième exemple, projet implant avec des implants au diamant pour la stimulation rétinienne pour des approches de maladies de la rétine que vous voyez ici. Eh bien, je ne veux pas là aussi rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que cette technique du diamant structuré 3D en des nano-diamants que vous voyez ici sur ces membranes, qui est un dispositif qui a mis en place au CEA, eh bien maintenant on en fait des électrodes destinées à la stimulation rétinienne. Donc ça associe aussi les universités, l'hôpital, l'Institut de la Vision, le CNRS, l'INSERM et les industriels. Alors, où on veut aller maintenant? Eh bien, vous avez vu on a mis en place une organisation coordonnée. Encore une fois, comme l'a dit Arnold, chacun, l'INSERM reste, le CNRS reste. On n'est pas en train de couper, de découper, de faire une nouvelle organisation. C'est totalement informel. Je peux vous garantir qu'il y a une volonté de participation à cette alliance
qui fait qu'on a des résultats qui sont inimaginables il y a encore 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de gens avec un très haut professionnalisme. La valorisation, on ne la fait pas en prenant un chercheur qui en a assez et qui n'a pas beaucoup, ou un mauvais ingénieur, et en lui disant « vous allez faire maintenant du transfert de technologie ». Donc il faut des gens entraînés, professionnels, ce qui veut dire aussi bien payés. Il faut que ces structures de transfert de technologie soient proches des laboratoires. C'est évidemment une évidence. L'innovation, elle naît dans le laboratoire. Donc l'organisme de transfert, il faut aussi qu'il soit près du laboratoire, donc dans l'université, puisque nos laboratoires, ils sont dans l'université. Et puis, il faut qu'on aide à la difficulté, mais qui n'est pas propre à la France, de cette preuve de concept, et d'arriver à avoir des projets suffisamment matures pour qu'ils puissent intéresser les industriels. Donc, pour cela, il y a 2 choses que l'on a faites. D'une part, Covalliance, je vous ai parlé du COPIO, mais de l'autre structure, pas une structure, l'autre instance de réflexion Covalliance dans Avicenne, et puis l'emprunt national, les investissements d'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que Covalliance? Là aussi, c'est tout bête. On refait ce que l'on a fait au niveau d'Avicenne, mais à l'échelon des structures de valorisation des organismes et des universités. C'est-à-dire que tous les mois, tous les spécialistes de la valorisation dans les sciences de la vie et de la santé, qu'ils soient à l'université, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient au CEA, qu'ils soient à l'INSERM ou à l'INRA, eh bien, ils se réunissent pour mettre en œuvre, pour partager les difficultés, pour voir ce que l'on pourrait faire dans l'avenir, et puis aussi pour segmenter un peu le marché et voir comment on peut être plus efficace par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc c'est ça Covalliance, c'est des gens qui se réunissent, les spécialistes de la valorisation de tous les organismes. Encore une fois, ce que je vous dis paraît évident, sauf que ça n'existait pas. Alors, le dernier point, évidemment, c'est qu'il faut de l'argent. Et là, évidemment, il y a eu cette initiative qui était totalement imprévue, mais qui bouleverse complètement le champ de la recherche et de la valorisation, puisque je vais me concentrer là-dessus. Ce sont ces 35 milliards d'euros, dont 22 pour la recherche, mais il y a d'ailleurs, dans les autres que les 22, un certain nombre de moyens qui nous intéressent pour la valorisation. Donc, l'idée, cette fois-ci, c'est d'avoir un nombre limité de champs de recherche, mais en privilégiant l'excellence et non pas la dispersion. Les organismes de recherche, aujourd'hui, sont capables d'assurer les salaires, sont capables d'assurer un fonds de roulement minimal pour les chercheurs, mais les chercheurs doivent, comme l'a dit Arnold, doivent demander des grants, comme c'est le cas du reste du monde, et pour cela, il y a l'ANR de façon récurrente, l'Agence nationale pour la recherche, et de façon exceptionnelle, pour 10 ans, pour ce stimulus, comme on dit aux États-Unis, pour donner une impulsion aux investissements d'avenir pour 10 ans. Alors, c'est mis rapidement, avec des actions diverses. Il y a eu, par exemple, les équipements d'excellence. Je ne vais pas tous vous les lire, mais vous voyez qu'il y a eu, par exemple, 15 projets en biologie santé sur 52. Comme on l'a dit, ce qui est tout à fait remarquable, c'est, que les jurys étaient totalement internationaux. Bon, ça, on peut encore l'imaginer, mais ce qui était pour nous plus difficile à imaginer, c'est que ni le ministère de la Recherche, ni le Commissariat général à l'investissement ont modifié les classements faits par les experts internationaux. Et je dois dire qu'avec l'expérience du passé, on pouvait s'attendre au pire. Eh bien, il n'y a eu aucune modification des évaluations qui ont été faites. Donc, les cohortes, Arnold a répondu à une question, 10 cohortes
qui n'auraient jamais existé, qui ont pu être fondées. L'INSERM, évidemment, participe à toutes ces cohortes. 200 millions qui reposent, ce n'est pas un capital, hein, c'est sur les intérêts du capital, puisque les cohortes, le vrai problème, c'est d'assurer leur pérennité pendant 10 ans et non pas de financer, évidemment, un bâtiment. Les infrastructures nationales de recherche, les IHU, 6 IHU, plus 6 autres qui vont bénéficier aussi d'investissements, qui vont modifier complètement l'ensemble recherche, formation clinique dans quelques grands hôpitaux, là aussi, hein, sur le modèle des Academic Medical Centers, des Teaching Hospitals du Royaume-Uni ou des États-Unis. Les laboratoires d'excellence, et parmi eux, il y a aussi des démonstrateurs pré-industriels, et par exemple l'INSERM participe à une nouvelle installation pour produire des vecteurs pour la thérapie génique, puisque c'est quand même un domaine où la France est en bonne position. Et puis il y a encore 2 appels d'offres qui sont en évaluation. Les initiatives d'excellence, vous voyez les montants, hein, c'est quand même 7,7 milliards d'euros qui vont aller à l'université. Et puis les instituts de recherche technologique, 2 milliards d'euros. Et là aussi, l'INSERM, enfin, les sciences du vivant en général, quand je dis l'INSERM, c'est l'Alliance, hein, c'est le CNRS, l'INSERM, etc., sont partie prenante de plusieurs de ces instituts de recherche technologique. Je n'ai pas mis les instituts Carnot, mais on participe aussi dans les sciences de la vie. Il y a maintenant 5 instituts Carnot. Et puis alors j'en arrive à ce qui était peut-être le plus difficile, hein, puisque c'est véritablement le soutien à la valorisation, qui doit être fait évidemment dans les règles de Bruxelles, hein, puisqu'on est quand même dans l'espace européen et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, j'ai parlé des pôles de compétitivité, qui sont une chose, et puis la dernière chose qui est en cours d'évaluation, ce sont ce qu'on appelle les sociétés de valorisation, les SAT, Sociétés d'accélération du transfert de technologie. L'idée, c'est d'avoir 10 à 12 de ces SAT, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Et en plus de ça, il y a, alors ça devient plus technique, France Brevet, qui va essayer de regrouper tous les brevets, hein, des milliers de brevets dans les sciences du vivant, voire de vendre ces brevets, puisqu'il y a maintenant des bourses de brevets, et c'est un problème là de financier, hein, et c'est la Caisse des dépôts et consignations qui va s'occuper de France Brevet. Alors, ces sociétés d'accélération du transfert de technologie, c'est quelque chose là aussi de totalement innovant. Et encore une fois, la différence par rapport à beaucoup de réformes du passé, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est mis sur chacun de ces points. Donc, l'idée de ces SAT, c'est donc effectivement de faire le lien entre le laboratoire dans l'université, l'organisme dans l'université, et puis le milieu industriel, régional, national et international. Donc, ces SAT ont besoin de moyens, puisqu'il faut, comme je l'ai dit, des professionnels. Elles vont être chargées de s'assurer du bon développement du portefeuille de la propriété intellectuelle, d'être capable de connaître le marché, d'être capable de discuter avec les industriels. Et bien entendu, l'idée, c'est que toutes ces sociétés, ces organismes, ces structures de valorisation des organismes, INSERM Transfert, FIST pour le CNRS, CEA Valo, INRA Transfert, eh bien, participent au SAT, puisque c'est là que les choses vont se passer. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place en ce moment, et nous, on travaille évidemment avec les universités pour participer à ces développements. Alors, quelles sont donc les missions de ces SAT? Comme vous le voyez, c'est de pouvoir fournir toute la gamme de services pour la valorisation et la commercialisation,
et également d'organiser l'intégration verticale des activités de transfert et de technologie. Donc ces SAT auront vocation à être des structures assez généralistes, puisque les universités sont généralistes, mais ce que l'on propose, c'est qu'il y ait des 4 ou 5, enfin pour moi 4 structures au niveau national, spécialisées, comme il y a des médecins généralistes et il y a des médecins spécialistes, et vous avez compris que c'est ce qu'on appelle les consortiums de valorisation thématique. Eh bien, pour moi, c'est Covalliance, pas besoin d'en faire d'autres, qui justement regroupe toutes ces structures de valorisation spécialisées dans les sciences de la vie et de la santé. Et je pense que ceci doit se mettre en place, je pense, dans les semaines et mois qui viennent. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur comment s'inscrivent dans ce paysage de réformes, de loi d'autonomie des universités, de la réforme hospitalière dont je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais les gens sont aussi hospitalo-universitaires et c'est les mêmes qui sont à la base de la recherche et de l'innovation. Donc, réforme hospitalière, réforme des universités, réforme des organismes avec ces alliances, et puis la réforme de la valorisation avec un décret de valorisation et des financements assurés par ce grand emprunt. Tout ceci avec, comme l'a dit Arnold, une évaluation indépendante qui est faite par l'Agence d'évaluation de la recherche et des financements sur grant, comme au MRC, comme au NIH, et ça, c'est l'Agence nationale de la recherche. Voilà cet ensemble.